C'est Éric Zemmour, le président du parti Reconquête, qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. L'homme qui a agressé au couteau, gare de Lyon, plusieurs passagers est toujours en garde à vue. Le préfet Nunes, lorsqu'il est arrivé sur place, il a tout de suite dit a priori ce n'est pas un acte terroriste, d'autant plus que le suspect manifestement souffre de troubles psychiatriques. Est-ce que cette explication vous va ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que les Français ne marchent plus dans la combine. Le coup du fou ne marche plus. En tout cas, ça me semble évident. Vous savez, moi, j'ai jamais vu un fou qui disait, quand on l'arrête, je suis fou. Et puis, jadis, les fous se prenaient pour Napoléon. Maintenant, c'est bizarre. Ils se prennent tous pour des enfants de Mahomet et ils tuent des Français. Moi, je vais vous dire, ils sont ni fous, ils sont ni psychiatriquement atteints, ni des loups solitaires, comme on a dit jadis. Il y a un mot très simple pour définir cela, c'est celui que j'ai inventé, qui s'appelle francocide. Ce Malien déteste la France et veut tuer des Français par haine de la France. Il beaucoup l'avait dit comme sur lui. les réseaux sociaux, il Je l'avait vous le dit fais sur pas- ses je- messages. Je ne vous le fais pas dire. Donc, je trouve que le préfet s'est un peu déconsidéré, d'autant plus qu'il a dit qu'il était tout de suite en situation régulière, alors qu'en fait, on découvre qu'il était lui aussi avec une OQTF qui, évidemment, comme toutes, n'était pas exécutée. Donc, vous savez, c'est assez simple. Je me souviens, j'étais venu il y a 2 ans, en février, là, en pleine campagne présidentielle, et Charles Consigny m'avait dit « Ah, mais vous poussez à la guerre civile, c'est honteux ce que vous faites, etc. etc. » Eh bien, mon cher Charles Consigny, vous voyez, 2 ans plus tard, je ne suis pas président de la République et les meurtres s'enchaînent les uns aux autres. Ce n'est pas moi qui suis responsable de C'était tout déjà ça, le vous cas à voyez. l'époque, hein. Donc, c'est pour vous dire que Rien n'a changé. rien n'a changé, je ne vous fais pas dire. Mais c'est moi aussi qui ai déclenché ce Malien. Ah, Et mais c'est moi, pour j'ai ça pas qu'il a dit- tué. mais moi, C'est je moi disais pas qui ai ça à organisé l'époque. le meurtre de Lola. Et c'est moi qui ai organisé les émeutes après Naël, On etc. peut refaire le débat de l'époque, Non, non, si vous je vous voulez. dis simplement, vous voyez. Non, mais Moi, j'attends simplement que je vous. prolongeais juste les courbes de votre raisonnement. C'est tout ce que je faisais. Je disais attention à des raisonnements qui peuvent Et sur- aboutir à des résultats. Sur l'histoire de ce dangereux. C'est juste Malien, ça. tu dis à peu près la même Bah, chose j'ai qu'Éric dit Zemmour. là, oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était un drame migratoire. Et pas seulement. Pourquoi Et pas c'est- seulement ? Parce que tout simplement, évidemment que Charles Consigny a raison, c'est le drame de l'immigration massive. On va en parler, j'imagine, parce que évidemment, sur 500 000 entrées légales, forcément qu'il y a tout cela, et en plus les illégaux. Donc on est submergé, envahi, moi je dis même colonisé, puisqu'il y a des endroits en France où on n'est plus en France, et donc où on vit dans une autre civilisation historique, et donc où la France n'est plus chez elle. Maintenant, on voit bien que tous ces meurtres, toutes ces agressions, il y a un fil rouge de tout ça, c'est évidemment la détestation de la France et vouloir intimider les Français pour pouvoir s'imposer à eux. La loi immigration va faciliter quand même l'expulsion des étrangers délinquants. C'est en tout cas ce que souhaite Gérald Darmanin. Écoutez, prenons les chiffres globalement. Il a expulsé, M. Darmanin, 22 000 étrangers. Il se targue, et il se vante, d'avoir expulsé 4 600, je crois, délinquants étrangers. Il a accueilli, comme je viens de le dire, et il a laissé rentrer 500 000 entrées légales. Et je ne parle même pas des entrées illégales qu'on évalue entre 600 000 et 900 000 illégaux. Donc vous voyez, les chiffres sont une telle disproportion que c'en est ridicule. Le taux d'exécution des OQTF est de 12%. Imaginez, et pour vous faire sourire 30 secondes, imaginez Bruno Le Maire venant à la télévision et dire « Écoutez, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu rentrer plus de 12% des impôts. » Tout le monde rirait. Enfin, je vous rassure, l'administration fiscale est la dernière administration qui marche correctement en France. Mais c'est pour vous dire le scandale que constitue ce chiffre ridicule d'exécution Oui, des OQTF. parce qu'on sait que c'est pas simple. Il faut que les pays acceptent de récupérer leurs ressortissants. Mais Voilà, rien c'est n'est pas un coup simple. de baguette magique. Et d'ailleurs, tous les pays européens sont confrontés avec ces Non, mêmes les problèmes. Allemands font beaucoup mieux. Et rien n'est simple. Ils en délivrent moins les OQTF. Alors ils ont peut-être un Je souci connais cet d'efficacité. argument de Darmanin, qui est franchement un argument spécieux. Ça veut dire Moi, je qu'on vais ne vous veut dire- pas se donner les moyens alors. Exactement. On ne le fait pas délibérément. Exactement. On Et ne veut pourquoi pas se donner les Voilà. moyens. Parce qu'en vérité, il y a d'abord une peur de passer pour répressif. Il y a une peur d'utiliser les moyens, parce que moi, je peux vous les donner, les moyens.
Je peux vous les donner, c'est très simple. D'abord, vous avez le fait de faire pression sur les visas que l'on donne aux gens qui viennent de ces pays-là, des visas de touristes. On peut très bien bloquer, d'ailleurs Macron lui-même l'a fait, pendant 6 mois, et puis après, il s'est couché. Ensuite, on peut très bien bloquer l'argent qu'envoient les immigrés d'ici vers leur famille là-bas. Puis, on peut très bien aussi, si on monte encore dans l'affrontement, si les pays refusent, parce qu'il faut dire quels sont ces pays. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali, tous ces pays qui refusent de prendre quasiment aucun clandestin, aucun l'illégal qui vient de leur pays. Donc après, on peut monter encore. On peut saisir les biens que les dirigeants de ces pays ont en France. On l'a fait pour les oligarques russes. Et enfin, si tout ça ne suffit pas, mais moi je pense que ça suffira largement, on peut enfin, vous savez, quand ces dirigeants sont malades, ils viennent où? Ils viennent se faire soigner où? À l'hôpital américain à Neuilly. Donc moi, je dirais, c'est très simple, pas d'OQTF, pas de laissez-passer consulaire, pas d'hôpital américain à Neuilly. Je comprends pas parce que je vais laisser la parole. Je comprends très bien, je pense que tout le monde a compris. Non, mais Éric Zemmour, vous dites ils le font pas parce qu'ils ont peur d'être répressifs. Or, dans tous les sondages, les Français disent on veut la répression. Donc, et d'ailleurs, les Français étaient assez favorables à la loi immigration version, on va dire, républicain, version Retailleau, et celle qui en partie a été censurée. On va en parler, je suppose. Oui, et ça a été censuré et il reste la version, on va dire, macroniste. Donc, je vois pas pourquoi ils auraient peur, puisque l'opinion publique est plutôt demandeuse. Parce que vous oubliez une chose. C'est que les dirigeants, et les politiques en général d'ailleurs, n'ont pas peur du peuple, ils ont peur des médias. Ils n'ont pas peur de l'opinion, ils ont peur des campagnes médiatiques. Macron a peur de Libération, vraiment pas que Libération, vous savez. Pas que Libération. Une campagne médiatique peut très bien vous démolir un homme et vous démolir un politique. Ils ont tous peur de ça. Mais s'ils ont l'opinion avec eux. Ah oui. Vous croyez que, vous voyez, ça ne suffit pas. Il faut en plus, ils ont une idéologie. Il faut bien comprendre que Emmanuel Macron est immigrationniste. C'est-à-dire qu'il pense que, d'ailleurs, vous pouvez regarder dans ses déclarations. Moi, je fais très attention à ce qu'il dit. Vous remarquerez que même quand il a défendu sa loi immigration avant Noël, de quoi a-t-il parlé? Uniquement de l'immigration clandestine, uniquement de l'immigration illégale. Déjà qu'il ne règle pas. Mais en tout cas, il insiste là-dessus. Moi, je vais vous dire, l'immigration illégale est importante, mais pour moi, la plus importante, c'est l'immigration légale. C'est-à-dire les 500 000 entrées légales tous les ans. Une ville comme Nantes, une ville comme plus de Toulouse, au bout de 5 ans, ça fera la ville de Paris. 2 millions de personnes, entrées légales, qui arrivent ici, sans compter les enfants qui grandissent. Voilà ce qui envahit et colonise notre pays. Emmanuel Macron n'en parle jamais. Donc il pense sans doute que c'est nécessaire, que c'est positif, que c'est favorable. Sans doute a-t-il une idée, vous savez, de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire qu'il pense que les hommes sont interchangeables. Il pense que la culture, l'enracinement, les mœurs, le passé, l'histoire n'ont absolument aucune importance et que les hommes sont interchangeables. Moi, je crois exactement le contraire. Et que si l'immigration européenne s'est bien passée à partir des années 30 et 50, et encore pas aussi facilement qu'on le dit maintenant, c'est parce qu'il y a entre les peuples européens une trame, des histoires, des mœurs en commun qu'il n'y a pas avec les immigrés extra-européens, qu'ils soient africains ou maghrébins. Je rappelle que la France est le pays qui, dans ses immigrés, a le plus d'immigrés africains. C'est près de 60%. Ouais. C'est énorme. Les autres pays en ont beaucoup moins. Ils ont, même l'Allemagne, même l'Angleterre, qui a beaucoup de Pakistanais, etc. Mais vous voyez, on est le pays qui a le plus d'Africains. C'est eu regard à notre histoire aussi, quoi. Bien sûr, vous avez coloniale. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est aussi eu égard à notre histoire coloniale, mais la décolonisation est loin maintenant. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que l'Angleterre a beaucoup d'immigrés aussi pakistanais, indiens, etc. Alors, allons-y pour le tour des questions des GG. On y va. Didier Giraud. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans ces sujets-là. Qu'est-ce que demain, si vous êtes au Parlement européen, qu'est-ce que vous allez défendre sur ces flux migratoires? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même des pays qui sont en périphérie de l'Europe et qui jouent pas, enfin, qui jouent leur rôle, mais comme un pays, mais qui jouent pas à la frontière de l'Europe. C'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, si on veut contrôler un peu ces flux migratoires, la frontière extérieure de l'Europe doit avoir une attention qu'elle n'a pas aujourd'hui, quoi. Et quel pays visez-vous? Plusieurs, la Grèce, l'Italie, et aujourd'hui,
ce qui se passe, enfin, des ressortissants qui viennent de n'importe où, qui arrivent sur le sol italien, ce qui se passe après entre la frontière italienne et française qui n'existe plus, c'est le cas dans ce drame-là, il n'y a plus aucun contrôle là-dessus. À un moment donné, quand l'Italie a délivré un droit d'arrivée à ce monsieur, qu'est-ce que les Français y peuvent? Enfin, moi, je pense qu'il y a une position européenne qu'il faudrait... Vous avez tout à fait raison. Vous posez deux problèmes distincts, mais qui se cumulent finalement. Le premier problème que vous posez, c'est la frontière extérieure de l'Europe. Oui. C'est-à-dire, les gens arrivent par la Méditerranée et ils quittent la Libye, ils quittent la Tunisie, ils viennent des pays africains, ils arrivent en Tunisie, ils arrivent en Libye, ils montent sur des petits bateaux affrétés par des passeurs qui gagnent un argent fou avec ça, aidés par des associations européennes qui, on ne sait pas ce qu'elles font derrière, et qui ensuite arrivent sur la frontière italienne, par exemple, on l'a vu à Lampedusa, ou la frontière grecque, etc. Vous avez tout à fait raison. Il faut d'abord dire que ces pays-là sont absolument submergés et qu'ils sont empêchés par la jurisprudence européenne de faire quoi que ce soit. Vous savez que le juge européen a interdit aux pays et aux États simplement de refouler les clandestins qui arrivent. La France a été condamnée pour ça. Ils interdisent aussi de ne pas les accueillir sur leur territoire. Moi, je dis qu'il faut s'asseoir sur cette jurisprudence et qu'il faut s'entendre avec les juges, avec les Italiens, avec les Grecs et avec les autres pays, ou même l'Angleterre. D'ailleurs, j'étais en Angleterre la semaine dernière et je leur ai tenu ce discours. Il faut que la marine française, la marine italienne, la marine anglaise fassent un blocus en Méditerranée. Vous savez, avec les moyens modernes, on sait exactement quand un migrant met le doigt de pied dans l'eau. Donc on peut très bien les arrêter. Donc il faut les arrêter. Dans la Méditerranée. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous posez la question de la frontière entre l'Italie et la France. Ça, vous avez tout à fait raison. Les Italiens, depuis 40 ans, font la même chose, c'est-à-dire qu'ils arrivent chez eux et ils leur disent « Eh bien, la France, c'est par là ». Pourquoi vont-ils en France ? Parce que nous leur donnons des allocations sociales hyper généreuses, alors que les Italiens ne leur donnent rien. Que nous avons le droit du sol, alors que les Italiens n'ont pas le droit du sol. C'est pour ça que moi, je propose, et je suis le seul dans la classe politique française, de supprimer les allocations sociales aux étrangers et de supprimer le droit du sol. Donc là, je peux vous dire qu'ils ne viendront plus en France. Mais quand les Anglais nous faisaient garder les migrants à Calais, à un moment donné, il y avait aussi de la part d'États qui étaient les États finaux des voies de migration, une prise en compte du problème et alors un accompagnement qui était ou financier ou technique. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'Europe, pour aider les Grecs, les Hongrois à garder la frontière? Je vous répète, on les aide en les aidant à bloquer la frontière. Et c'est le contraire de ce que fait la Commission européenne, qui a refusé de financer les murs que demandaient les Polonais et autres, qui a refusé d'aider les pays européens et qui, au contraire, se bat pour répartir les migrants et qui même donne des amendes aux pays comme la Hongrie qui refusent la répartition. Il faut faire exactement le contraire. Et je reviens à votre question d'originelle, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on ferait au Parlement ? Eh bien, justement, abattre cette Commission européenne de Mme von der Leyen, la présidente allemande, qui, elle, a été élue par une majorité avec le centre-droit, le fameux PPE, où sont les LR, et les socialistes et les Verts, qui ont élu Mme von der Leyen et qui mènent cette politique. Il faut, avec les gens de droite, qu'ils soient à ID ou qu'ils soient dans le groupe ECR, vous savez, les conservateurs, où les députés Reconquête devraient siéger, nous changer cette majorité et donc avoir une nouvelle commission. Et par ailleurs, mais on rentrerait là dans les problèmes institutionnels, il faudrait changer le statut de la commission et en faire un véritable secrétariat, parce que la commission de Bruxelles a abusé de ses pouvoirs depuis des années. Éric Zemmour, président Reconquête, vous restez avec nous. Question sur le climat dans un instant, savoir si vous roulez aussi en SUV ou pas. Puis on parlera pouvoir d'achat. À tout de suite avec les grandes gueules. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Et c'est Éric Zemmour, le président de Reconquête, qui est avec nous dans les GG, dans les grandes gueules, avec Flora Guébali, avec Charles Consigny, avec Didier Giraud. On a parlé immigration, on va parler écologie. Flora Guébali. Bonjour, moi j'ai une question à vous poser assez simple. Il fait 25 degrés à Perpignan aujourd'hui, la Catalogne est en état d'urgence de sécheresse, on est au mois de février, et la France est le premier exportateur de céréales en Europe, c'est un marché à 11 milliards d'euros
qui pourrait s'arrêter à horizon 10 ans à cause des changements météorologiques. Donc 2 questions pour vous, Éric Zemmour. La première, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'unique cause du réchauffement climatique, c'est l'homme, avec un H majuscule? Deuxième question pour vous, est-ce que quand on est autant obsédé par l'immigration, on n'est pas obsédé par le climat, puisqu'on attend 250 millions de réfugiés climatiques dans les années à venir? Première question, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai lu, comme vous, les rapports, enfin en tout cas les résumés des rapports qui, paraît-il, ne sont pas exactement les mêmes que les rapports eux-mêmes. Oui, on dit que les résumés des rapports, vous savez, il y a eu un livre là-dessus d'un Américain qui dit que... oui, moi je lis, vous savez. Je vous montrerai des résumés du rapport Mais du je GIEC vous, qui sont je très vous fidèles montrerai. au Oui, contenu. le rapport du... Enfin, on va pas épiloguer 3 heures, mais ce que je vous dis, c'est que moi, pourquoi vous me posez cette question? Oui, il y a un réchauffement climatique, c'est la seule chose qui m'importe. Alors après, évidemment que Est-ce qu'il est imputable à l'homme l'homme? doit être responsable. Est-ce qu'il est le seul responsable? J'en suis pas sûr. Ah, Vous alors savez, parce il y a que déjà vous eu... savez la Il y a définition de déjà eu des climato-sceptique? réchauffements climatiques, il y a eu déjà eu des refroidissements climatiques. Sous Louis XIV, il y a eu le grand hiver qui a provoqué des famines extraordinaires. Oui, faites pas A, je peux vous dire Non, que non, c'est... parce que la définition du climato-scepticisme, c'est soit de nier le réchauffement, soit de nier son origine humaine. Pourquoi Mais est-ce que j'ai nié son origine humaine et est-ce que j'ai nié le réchauffement climatique? Vous la remettez un peu en question? Non, là non, pas du Ok. tout. Mais non. Alors donc, le Vous réchauffement interprétez climatique ce que je dis. est dû à l'origine humaine. En partie, sans doute. Je n'en sais. Mais pourquoi vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre? Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y en a un? Il y en a un, oui, puisque moi, quand je vois des agriculteurs, je parle sous le contrôle de monsieur, ils me disent tous, oui, notre climat a changé, on doit faire attention. J'ai rencontré, par exemple, des gens dans le Bourgogne qui me disent, ah, notre vin, je sais, il est plus exactement comme ça. On change les cépages. Voilà, on doit changer, etc. On y Donc, travaille. vous voyez, je me renseigne, je m'informe, je ne suis pas du tout fermé à la réflexion, je comprends ce qu'il faut. Donc, moi, je pense que, d'abord, il faut faire confiance aux agriculteurs, ils y travaillent. Ils n'ont pas besoin des écolos bobos des villes pour savoir ce qu'il faut faire. Premièrement, moi, je parle de ça. Ah, d'accord. Deuxièmement, je dirais que, si vous voulez, on a bien vu là, dans la révolte agricole, qu'il y avait un affrontement très dur entre, justement, et c'est pour ça que j'en parle, entre les écolos bobos des villes qui ont influencé les gouvernements et la Commission européenne de Bruxelles, et les agriculteurs qui en ont marre de subir leur tyrannie à travers des normes que les gouvernements français surtransposent, comme on dit maintenant, à loisir, et qui sont appliquées de façon féroce en plus par les contrôleurs français. Ce qui fait que les agriculteurs français sont doublement punis. Ils sont punis parce que les autres pays européens ne respectent pas les mêmes normes que, par exemple, les Espagnols. On le voit d'ailleurs au goût des fruits et légumes espagnols. Et deuxièmement, et donc ils sont moins chers, et donc ils perdent des parts de marché. Et deuxièmement, ils sont punis en même temps parce que la Commission européenne de Bruxelles accepte des accords de libre-échange qui font venir des produits en masse de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement bloquer tous ces accords de libre-échange. Donc Gabriel Attal a bien fait, il a été plutôt dans ce sens-là. J'attends, absolument. Mais vous savez, ça fait des mois que Emmanuel Macron dit il n'y aura pas d'accord. Et la Commission n'en a cure. Donc moi, j'attends de voir si c'est sûr, vous voyez, parce que moi, le coup habituel, c'est de dire ah ben non, il n'y en aura pas, et finalement, il y en a. Et puis c'est comme les clauses miroirs, vous savez, les fameuses clauses miroirs. Ça fait des années qu'on nous dit on n'importe pas de produits qui ne supportent pas les contraintes que nous supportons nous, et pourtant on les importe. Donc moi j'aimerais bien qu'on mette en application. Vous restez méfiant. Vous défendrez les clauses miroirs à Bruxelles? Mais bien sûr que je défendrai les clauses miroirs, évidemment. Évidemment. Ça, c'est sans commune mesure. Et même, je défendrai aussi en France une certaine préférence nationale pour tout ce qui est restauration collective, pour les produits français et les produits locaux. Maintenant, pour votre deuxième... Pour l'immigration. Je n'ai pas oublié les réfugiés climatiques. Je n'ai pas oublié votre deuxième question. Les réfugiés climatiques. Moi, vous savez, d'abord, je ne suis pas obsédé par l'immigration, sauf si vous pensez à obséder dans le sens latin d'origine, c'est-à-dire assiégé. Je considère qu'effectivement nous sommes assiégés, donc dans ce cas-là, oui, mais sinon, dans le sens français courant, ce n'est pas une obsession, c'est simplement que je pense que c'est en train de remplacer le peuple français par une autre civilisation et un autre peuple. Donc, c'est pas négligeable à l'échelle de l'histoire. Deuxièmement, vous savez, les réchauffements climatiques, il y aura toujours des raisons, toujours. Que ce soit les guerres, que ce soit la pauvreté, que ce soit n'importe quoi, la dictature, pour qu'ils viennent. Pourquoi? Tout simplement
parce qu'ils sont très nombreux. Il y avait en 1900 100 millions d'Africains sur le continent tout entier. À l'époque, nous étions 400 millions d'Européens. Il y a aujourd'hui 1,5 milliard d'Africains qui seront demain, en 2050, 2,5 milliards. Le Nigeria, en 2050, sera plus peuplé que les États-Unis. Ils seront 500 millions. Le Nigeria, tout seul. Donc, si vous voulez, avec une population où les 18-25 ans sont majoritaires. Donc, il faut bien comprendre ça, que c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est la démographie. Ce n'est le climat. Donc, il faut un réarmement démographique en France, alors. Il faut. Emmanuel Macron a raison, là aussi. Attendez. Il a raison sur la crise agricole, sur le réarmement démographique. Il a tort sur tout. Donc il se droitise, Emmanuel Macron. Il a tort sur tout et il s'adapte et il copie. Non, mais le réarmement démographique, il reprend même mon slogan que la France reste la France. Oui. Je lui rends hommage. Le réarmement démographique, c'est même des termes que vous pourriez utiliser. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, j'avais dans mon programme des mesures parce que Vous n'aviez rien sur l'écologie dans votre programme. J'ai fini. Pas du tout. Il y avait. Ah bah je l'ai relu hier. Chère madame, il y avait. Attendez, finissons notre histoire. Le réarmement démographique ne pourra jamais contenir les 2,5 milliards d'Africains. Jamais. Donc il faut couper toutes les mesures qui font venir ces Africains en France. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour l'écologie, chère madame, pour moi, les Européens représentent 8% des gaz à effet de serre. Les Chinois représentent 30%. Les États-Unis, si c'est vrai. Les États-Unis. Ça dépend de ce qu'on compte. Excusez-moi. Est-ce que vous comptez l'import? Non, je ne compte pas l'import. Et mon smartphone, il est sur mon impact carbone ou celui du Chinois qui l'a fabriqué? Du Chinois qui l'a fabriqué. Bah oui, donc. Bah oui. C'est pas la bonne manière de compter, excusez-moi, c'est comme ça qu'on calcule en tout cas. Bah non, c'est pas comme ça qu'on calcule. Non, mais parce que Par ailleurs, la révolution industrielle, la responsabilité historique des pays occidentaux, vous la prenez en compte? Non, mais qui a fait la révolution industrielle en premier? Est-ce que vous comptez la responsabilité? Vous savez, les émissions de gaz à effet de serre, elles mettent 100 ans à arriver. Vous savez, la responsabilité historique, c'est sans fin. Vous savez, les Chinois ont inventé la poudre et ça a donné les canons. Ils ont une responsabilité historique parce qu'on a tué plein de gens avec des canons. On peut comme ça aller très loin dans la responsabilité historique. Hein, vous avez juste pas la bonne manière de calculer l'impact carbone. Excusez-moi, c'est l'impact carbone que je lis, voilà. Donc je pense que effectivement, et d'ailleurs ça nous ramène à notre sujet agricole, l'agriculture et l'industrie sont victimes de l'idéologie des écolos. Oui, mademoiselle, oui. Tout le monde est victime des idéologies des autres. Absolument. Mais M. Zemmour, lui, n'a pas d'idéologie, n'est pas. Monsieur Zemmour, comme vous dites, regarde le réel. Toute idéologie. On peut vous répondre? Monsieur Zemmour, qu'est-ce que c'est une idéologie? Une idéologie, c'est une vision du monde qui s'impose au réel. Moi, c'est le contraire. Je pars du réel, je vois le réel et j'en tire effectivement des idées. Ce n'est pas la même chose. Et pour l'écologie, nous avons le nucléaire. C'est l'énergie la moins carbonée. Et pendant des années, sous pression des Verts, on l'a négligée et méprisée. Heureusement, Emmanuel Macron a vu la lumière à la fin de son premier quinquennat, après avoir beaucoup méprisé, après avoir fermé Fessenheim de façon scandaleuse. Et aujourd'hui, il faut effectivement construire des centrales nucléaires et utiliser notre atout maître qui est le nucléaire. Il y avait la question, si vous roulez en SUV, parce que je l'avais promise. Non. Vous saviez ce que c'est? Vous savez ce que c'est un SUV? Non, j'ai appris, je vous avoue, hier soir, j'ai demandé à mes officiers de sécurité, parce que comme je suis sous protection policière, et ils se sont bien amusés de moi, et ils m'ont expliqué ce qu'était un SUV. Vous ne le saviez pas, d'accord. Non, allons sur le réel politique. Parce que vous exprimez toujours avec beaucoup d'assurance, vous êtes très convaincu de ce que vous dites. Je suis convaincu de ce que je pense, oui. Oui, mais très bien, c'est pas une critique. À vous entendre, on a l'impression que ce que vous dites, en fait, ce sont des évidences qui devraient convaincre largement. Et en réalité, c'est là que la politique est dure. C'est pas exactement, ça n'est pas une petite affaire. Les intentions de vote pour votre parti aux européennes, elles sont pas nulles, elles sont pas négligeables, mais elles sont quand même assez faibles en réalité. Et la question qui se pose surtout pour vous, c'est: est-ce que vous allez être au-dessus ou pas de LR? Est-ce que vous allez arriver à avoir des élus au Parlement européen? Mais moi, je me demande à plus long terme, à la fois pour vous personnellement et pour votre parti, qu'est-ce que c'est l'avenir aujourd'hui de Reconquête? Le jeune Bardella crache des flammes. Il a une position presque hégémonique aujourd'hui à l'extrême droite, dans ce que moi je considère quand même, être encore à l'extrême droite. On se dit, quelle place pour les autres? LR, malgré tout,
résiste, malgré tout, continue d'exister, continue d'avoir des élus, n'a pas des intentions de vote nul non plus aux européennes. Donc vous, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans et qu'est-ce que vous espérez en fait à long terme puisque vous êtes lancé maintenant dans la vie politique? Face au dragon Bardella, comme il l'a dit. Alors, Crache on des s'interroge sur Bardella ou on s'interroge sur moi? Allez-y. Vous savez, répondons, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, pour Bardella, vous savez, c'est l'avantage d'avoir une longue carrière de journaliste politique pour savoir que il y a beaucoup dans la vie politique d'effets de mode et que les effets de mode sont faits pour passer. Donc Bardella, c'est une mode qui passera. On verra. En tout cas, seul le temps dira si c'est un effet de mode ou si ça perdure. Moi, vous savez, je ne me fie pas aux modes. Je me fie à mes convictions et non pas mon idéologie. Et mes convictions, c'est très simple. Je pense que vous m'interrogez sur l'utilité de Reconquête et Sa à quoi sert pérennité. Reconquête, la pérennité. Et à qu'est-ce quoi que sert vous Reconquête. espérez? Absolument. Le positionnement. Je pense que, si vous voulez, Reconquête et mon positionnement, nous sommes les seuls, je dis bien les seuls, à lutter contre le grand remplacement et l'islamisation de notre pays. Nous sommes les seuls à avoir une vision économique plutôt de droite, je veux dire, tous ces éléments-là ensemble, évidemment, qui luttent contre l'assistanat, pour le travail, pour un nouveau système économique qui repose sur la production et non pas sur la consommation et la dette. Contrairement Et au RN, pour le coup, ça que vous voulez Je ne vous le fais pas dire. Et enfin, nous sommes les seuls aussi qui luttons contre l'idéologie woke qui pourrit nos universités et nos écoles. Cette triade est le propre de Reconquête. Je pense que, justement, que la liste conduite par Marion Maréchal aura un succès beaucoup plus grand que vous ne le pensez, parce que ce positionnement-là s'inscrit dans une dynamique historique que je constate dans toute l'Europe. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, les peuples se réveillent et veulent lutter contre leur invasion, leur colonisation par la civilisation islamique. Je le constate en Hollande, je le constate au Danemark, je le constate en Suède, je le constate en Italie, je le constate même en Angleterre où j'étais la semaine dernière, où j'ai rencontré d'anciens ministres du Parti conservateur et Nigel Farage, et tous m'ont dit notre problème numéro 1, c'est l'immigration extra-européenne. Donc il y a un consensus en vérité des peuples européens qui veulent lutter contre cette immigration et cette islamisation. Maintenant, vous me dites LR, vous me parlez d'LR. Écoutez, moi, le parti qui donne tous ses responsables comme ministre à Macron, je pense que ce parti est condamné. Pardonnez-moi, la dernière en date, c'est Rachida Dati, qui était une des plus populaires dans l'électorat LR. Je pense qu'aujourd'hui, voter pour LR, c'est voter pour un ministre d'Emmanuel Macron. D'accord. Maintenant, nous avons des désaccords, je l'ai dit, avec le Rassemblement national, vous l'avez relevé, en économie, c'est une évidence, pas seulement en économie d'ailleurs. Nous avons des différends sur les problèmes sociétaux. J'ai vu que Marine Le Pen avait voté la mise de l'avortement dans la Constitution. Vous ne l'auriez pas fait, vous? Je ne l'aurais pas fait. Même sur la loi immigration, elle a voté une loi qui régularisait 10 000 clandestins. Elle a refusé, il y a quelques mois, de voter une loi qui obligeait les gens qui touchaient le RSA à travailler. Je ne suis en désaccord avec rien de tout ça. Plus à droite. D'accord. Alors, elle pense que l'islam est compatible avec la République. Je ne le pense pas. Vous voyez, on a de multiples désaccords. Mais je réponds à la question de M. Consul. Mercredi, un hommage sera rendu aux Français victimes de l'attaque terroriste du Hamas, présidée par Emmanuel Macron. Les députés de la France Insoumise veulent y participer. C'est leur place ou est-ce que vous trouvez ça déplacé, justement? Je pense qu'il y a un protocole et c'est pour ça qu'ils ont été invités en tant que députés. Donc je ne conteste pas ce protocole de la République. En revanche, je trouve curieux que des gens veuillent assister à une commémoration de victimes du terrorisme alors qu'ils étaient favorables à ces terroristes qui les ont massacrés. Je trouve ça un peu paradoxal, mais c'est pour eux que je dis ça. Apparemment, ils ne se soucient pas de leurs contradictions. Ces gens-là ont soutenu les djihadistes qui ont massacré, je le répète, le 7 octobre, 1200 Israéliens en
il faut bien savoir ce qu'ils ont fait quand même. Il faut jamais cesser de le rappeler. Ils ont éventré des femmes enceintes pour mieux tuer les bébés qui étaient dedans. Ils ont violé des femmes et ils les ont massacrées, puis ils les ont brûlées parce qu'ils estimaient qu'elles n'étaient pas assez mortes. J'ai vu les corps incinérés. Je suis allé en Israël en novembre 2023. Il faut rappeler ça. Et les gens de la France insoumise ont dit que ces gens-là étaient des résistants. Moi, je ne crois pas que Jean Moulin ait éventré des femmes allemandes pour en arracher leur fœtus dedans. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Alain. Ce qui veut dire que moi, je ne comprends pas que même ils osent y aller. Oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas critiqué le fait qu'ils n'y aillent pas? Moi, j'ai vu en Certes. effet cette polémique. Vous avez raison. Ils sont Vous quand même avez dans raison. une situation- C'est eux, mais c'est eux qui ont choisi. Ouais, mais quand même, c'est quand même mieux qu'ils y aillent plutôt qu'ils n'y aillent pas. S'ils n'y étaient pas allés, on aurait hurlé en disant ah ben voilà. C'est leur problème. Moi, ce que je sais, c'est ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Ce que vous nous dites, c'est leur positionnement. Leur problème, Absolument. c'est pas la commémoration. Un mot sur le jeune Gabriel Attal quand même, parce que ça a un peu surpris tout le monde, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Est-ce qu'il ringardise pas un peu tout le monde? Alors, je ne veux pas parler spécialement de vous, d'Éric Zemmour, mais finalement, tout le monde prend un petit coup de vieux. Tout le monde prend un petit coup de vieux, là. Et tout le monde a été jeune, tout le monde vieillit. C'est la loi biologique. Vous savez, Laurent Fabius était aussi le Premier ministre de France de l'histoire en 1984. Vous voyez, là aujourd'hui... 2027, ce sera Bardella Attal? Oula, mais cher monsieur, ce sera Marine Le Pen. Vous savez, c'est la réponse que je voulais faire à Charles Consigny. Et je le dis à tous ceux qui sont séduits par Jordan Bardella. Jordan Bardella est soumis à l'autorité de Marine Le Pen. Marine Le Pen est la patronne, est sa patronne. Et quand elle décide quelque chose, il obtempère le petit doigt sur la couture du pantalon. Il voulait venir avec nous à la manifestation pour Lola, vous vous souvenez, en novembre 2022. Marine Le Pen lui a interdit, il n'est pas venu. Il avait dit qu'il ne fallait pas voter la loi sur la régularisation des clandestins, la loi immigration. Le soir, Marine Le Pen l'a voté et Jordan Bardella a défendu ce vote. Tout est ainsi. Jordan Bardella, quoi qu'il pense, il obéit à Madame Le Pen, qui est sa patronne et qui sera candidate en 2027. Et vous serez candidat aussi en 2027? Nous verrons. Oh bah là, tout d'un coup, on est dans la langue de bois. Pas du tout. Bertrand Je vais l'a pas, dit je vais déjà. pas, mais je vais pas faire Vous comme pouvez Xavier donner Bertrand. votre Pourquoi pas intention. annoncer ma candidature 3 ans avant? Je trouve ça ridicule. Vous pouvez Pardonnez-moi. donner votre intention. Bah, Mais, alors, y a Quelle est pas- votre intention? vous êtes plutôt le lièvre que la tortue, alors? Bah écoutez, ça dépend. J'ai pas tellement un physique la de tortue tortue, que mais lui. en l'occurrence, je préfère la tortue. Elle gagne à la fin. Merci Éric Bah non, Zemmour. justement. Merci d'être passé par les GG.